Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur votre émission hebdomadaire, émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Nous consacrons ce jour un spécial dédié à la femme, surtout à la femme marocaine. Et c'est la journée de la femme, le 8 mars. Alors, notre première invitée, c'est Madame Touria Sqalli, médecin, gynécologue, acteur, militante associative dans le milieu rural. Arc-en-Ciel, la chronique. Quelquefois, si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce, quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile, je n'en connais que de fragile et difficile. Oui, difficile. Il est 14h05 et nous sommes en direct avec Madame Touria Sqalli. Sabah al-Khair, bonjour de Casablanca, auditrices et les auditeurs de votre émission Arc-en-Ciel. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que tous nos auditeurs et nos auditrices sont très très heureux de vous recevoir. Vous êtes au quotidien une grande militante dans le milieu associatif. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous parler comment vous vivez votre statut de femme associative ? Oui, cette question, comment être femme et militante. En fait, c'est une question récurrente qui renvoie malgré tout à une conception que la femme a déjà suffisamment de charges, des tâches ménagères, du foyer, des enfants, même lorsqu'elle travaille à l'extérieur. Et comment peut-elle être en plus militante ? En fait, pour moi, au Maroc, c'est depuis les années 70, militer, c'est aussi naturel que étudier, participer aux activités de la famille. De toute façon, filles ou garçons, nous avons toutes et tous notre part qui peut être petite ou grande à donner pour nos idées, pour le progrès de notre société. Donc j'étais déjà étudiante en médecine, j'ai participé aux luttes des étudiants, puis ensuite aux luttes des droits humains, les droits des femmes. Et enfin, bon, je me suis engagée en politique, car c'est bien là que se joue l'avenir de notre société. En fait, si ce terrain de la politique est abandonné par les femmes, il y a peu de chances que leur situation évolue dans la... Est-ce que vous pouvez très brièvement nous présenter votre association et en même temps nous décrire un peu la perception de ces populations par rapport à l'éducation ? Oui, alors effectivement, j'ai eu la chance de sillonner beaucoup de régions reculées à travers le Maroc. Et en particulier dans les caravanes médicales où on a consulté des milliers de femmes et d'enfants. Et bon, ces caravanes sont utiles, mais évidemment, ça ne résout pas le problème d'accès aux soins pour toutes ces femmes, pour les accouchements,
ce qui est un problème vraiment de santé, avec un problème de route, de transport, de ressources humaines et justement d'éducation. Bon, heureusement, là, actuellement, les responsables sont en train de donner une forte avancée pour que, par exemple, la mortalité des mères en couche baisse de façon importante. Et nous sommes en train de réussir ce challenge. Et pour ce qui concerne l'éducation, la problématique, elle est la même, puisque l'accès à l'école est semé de difficultés pour les enfants des zones justement rurales éloignées. Et nous savons qu'il y a eu des efforts très importants durant ces 10 dernières années en particulier, et la scolarisation de toutes les filles et les garçons du Maroc à l'âge de 6 ans, c'est un franc succès qui atteint 97,9%. Mais, malheureusement, ça ne veut pas dire que tous ces enfants arrivent au bac, loin de là. La déperdition scolaire, elle est très élevée, les causes sont évidemment très variées, et en milieu rural, il y a à peine un peu plus de la moitié qui arrivent au collège. Et rien que le chemin pour aller à l'école ou au collège après le primaire, c'est une réalité parfois très très difficile. Et d'ailleurs à ce sujet, je voulais vous signaler le film de Pascal Plisson, qui a reçu un César cette année, et qui décrit justement le chemin de l'école. Et dans ce film, il parle entre autres du projet de la vallée du Nil auquel je contribue. Et ce sont 3 fillettes marocaines. Et ces filles ont pu envisager de continuer leur scolarité au collège grâce à un foyer que nous avons mis en place, un foyer près du collège, à plusieurs dizaines de kilomètres de chez elles, et où elles sont prises en charge toute la semaine. Et nous avons convaincu leur famille de leur permettre cela. Voyez ce film, il est vraiment très plaisant et instructif. Nous, souvent, l'image du Maroc en tant que pays arabo-berbère, musulman, beaucoup de gens ont tendance à imaginer que toute la société marocaine est crispée sur la question de la femme et son rôle dans le progrès du pays. Et c'est vrai que les résistances au changement sont parfois très fortes. Ce sont des résistances culturelles, mais aussi idéologiques. Et certains courants ont cherché à ramener la femme dans un rôle confiné au foyer, au service de l'homme et des enfants. Heureusement, nous, disons, le combat du mouvement féminin dans son ensemble au Maroc et des forces politiques progressistes, ils ont coupé la route à cette pensée et depuis plusieurs dizaines d'années. Et je peux dire qu'il y a un moment phare, c'est en 2004, la promulgation par Sa Majesté le Roi de la réforme de la Moudouana, le code de la famille, qui a remis les pendules à l'heure. C'est l'homme et la femme qui sont co-responsables de la famille. Contrairement au texte précédent qui vouait, disons, cette responsabilité à l'homme seul, la femme lui devant obéissance et dépendant de lui matériellement, ainsi que très bientôt et avec grand plaisir pour revenir sur ce sujet tellement important pour le Maroc dont nous rêvons. Merci Madame Sqali et c'est promis, nous consacrerons à toutes nos invités de ce jour une émission dédiée à chacune d'elles par rapport à son travail et son secteur de militante quand même, parce que la femme marocaine, alhamdoulilah, c'est une femme qui a franchi un certain nombre de pas, se mettre en contact avec notre deuxième intervenante, Madame Tifouat Bel'Aid, qui représente Madame Maha Laziri, qui est la présidente d'une association qui travaille aussi dans le milieu rural. Ce sont des jeunes diplômés qui ont opté pour ce choix qui les honore et qui nous honore tous ensemble pour travailler pour la promotion dans l'éducation. On vous laisse avec ce passage d'une femme marocaine, franco-marocaine, qui s'est identifiée ici en France et qui a marqué la politique et la société française, n'est que Madame Najat Vallaud Belkacem. Initié aujourd'hui est inédit et c'est extrêmement important évidemment que nos deux pays puissent travailler ensemble sur des valeurs qu'ils ont en commun, qui sont celles de l'égalité entre les sexes. Et nous avons beaucoup parlé d'égalité professionnelle, c'est-à-dire de la capacité de nos deux pays à la fois à former les filles comme les garçons en leur donnant les mêmes opportunités, de la capacité de nos entreprises à rémunérer de la même façon les femmes et les hommes quand elles occupent les mêmes emplois, quand ils occupent les mêmes emplois,
mais aussi de la capacité des femmes à accéder aux hautes responsabilités, que ce soit dans le secteur public ou privé. Nous avons évoqué les questions de parité en politique, par exemple, ou encore la question de la création d'entreprises par les femmes. Et sur ce sujet précisément, nous avons décidé que dans le cadre du partenariat économique entre la France et le Maroc, nous ferions inscrire le renforcement du soutien aux femmes créatrices d'entreprises. On sait que cela passe par à la fois une sensibilisation des jeunes filles à cette opportunité possible, mais aussi par un accès au crédit facilité. Il y a beaucoup de dispositifs que nous pouvons développer en la matière. Nous avons, avec mon homologue, parlé aussi de l'image des femmes et notamment l'image des femmes dans les médias. Nous avons des autorités de régulation des médias qui peuvent veiller à ce que l'image des femmes ne soit pas en permanence réductrice et permettent véritablement à la société de se reconnaître dans les images qu'on lui offre et d'y reconnaître en tout cas une égalité à laquelle nous aspirons. Enfin, nous avons parlé des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes sont un fléau préoccupant dans notre société comme dans la vôtre, comme dans toutes les sociétés du monde. Alors nous avons décidé avec mon homologue que nous aurions un accord de coopération sur ce sujet précisément, qui consistera à la fois dans nos deux pays à monter des observatoires nationaux des violences faites aux femmes. Et évidemment, les deux observatoires travailleront ensemble pour mieux expertiser, connaître la réalité de ces violences, à mener des campagnes d'information dans nos pays pour sensibiliser sur ce sujet qui ne doit pas être banalisé, mais aussi à coopérer sur les outils de protection des femmes qui s'avèrent les plus précieux, les plus utiles à l'aune de notre expérience respective. Et par exemple, un bon outil, si on veut que les choses évoluent favorablement, c'est la formation des acteurs, la formation des policiers, des magistrats, des médecins, pour qu'ils sachent mieux détecter les violences, mieux accompagner les victimes, mieux les aider à parler. Tout cela nécessite un passage par la loi. Madame Akaoui s'est engagée à prendre une loi ambitieuse sur la protection des femmes victimes de violences courant de l'année 2013. Oui, il est 14h20. Nous sommes en direct encore une fois avec Madame Tifouat Belhaïd qui représente Madame Maha Ziri. Le mal a été à l'origine constitué par des étudiants. Au début, nous étions tous étudiants issus de différentes disciplines, notamment de sciences de l'éducation. On était aussi étudiants en management, en médecine, en architecture, en économie, etc. Et nous avons également été fortement soutenus et épaulés par des praticiens du domaine éducatif qui ont joué un rôle majeur, notamment dans les longues démarches administratives par lesquelles nous devions passer au début de chaque projet et pour lesquels nous n'avions pas toujours le temps comme nous étions encore étudiants. Donc toutes ces personnes-là ont été, avant la création de Teach for Morocco, actifs dans différentes associations étudiantiles, mais nous n'avons jamais été satisfaits par le caractère éphémère de ce type d'actions et d'activités qui sont en général entreprises dans les milieux étudiantins. Donc le projet de créer notre propre association pour apporter un changement plus concret, aussi petit soit-il, a fini par prendre forme le jour où quelques-uns d'entre nous étaient partis en randonnée dans le Haut-Atlas, donc dans les montagnes, et se sont arrêtés dans le village d'Ishbakel. Dans ce village-là, notre attention a été attirée par l'école du village qui était dans un état déplorable. Il y avait des trous béants au mur, au plafond. L'emplacement de l'école était dangereux parce qu'il était presque sur le bord d'une falaise. Et comme c'est les montagnes et qu'il y a de la neige tout le long de l'hiver, il y avait de grands risques pour les étudiants de glisser et de se mettre en danger. Donc après avoir discuté avec les villageois et les instituteurs, nous avons décidé de créer officiellement notre ONG et de faire d'Ishbaken, de ce village-là, notre première destination. Donc c'est donc vers l'année 2010 que Maha Laziri, soutenue par monsieur Azdin Laziri, monsieur Karim Laoud et madame Leila Benjelloun, qui sont tous membres actuels du conseil de l'organisation, se sont lancés dans les démarches administratives pour inscrire Teach for Morocco en tant qu'ONG officielle au Maroc. Voilà. Fait. Alors, à l'international, Teach for Morocco, il faut savoir qu'on est une très petite organisation. Ça veut dire que nous avons 3 projets à notre actif. Nous avons été actifs dans 3 villages différents.
et nous essayons de faire de notre mieux avec les moyens qui nous ont été donnés. Jusque-là, nos partenariats, y compris le financement et l'envoi de volontaires, ont été signés avec une association. Pour les 2 premiers projets, nous avons signé le partenariat avec une association estudiantine française qui est Interface IEP de l'école Sciences Po Aix-en-Provence et qui ont participé, donc, comme je l'ai dit, au financement d'une partie du projet et nous ont également prêté main forte sur le chantier. Donc pour ce 3e projet, pour le projet de cet été qui se déroulera en août, Inch'Allah, nous aurons à nos côtés les gens d'Interface IEP, comme les années précédentes, et nous avons un nouveau partenaire qui est celui d'une association canadienne qui va nous aider également pour le financement du projet et qui va également nous envoyer des volontaires. En fait, Parfait, Madame Belaïd, sachez-le que simplement ça nous touche à titre groupe de Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel dans ce que vous faites, parce que ça honore la femme marocaine et ça honore les associations marocaines qui travaillent sur la proximité, qui travaillent dans le milieu rural. Et on vous dit à très très bientôt et bienvenue à votre présidente. La prochaine fois dans notre émission, on candidera un spécial pour cette association, madame. Bien sûr, merci beaucoup et bonne journée, au revoir. Et 14h25, avant de rentrer en contact sur un domaine complètement différent, un domaine de l'entrepreneuriat avec Madame Leila Miara, qui est la présidente de l'association des chefs d'entreprise féminines, on vous laisse avec ce moment de gaieté avec Gad El-Maleh et la relation des couples. Non, il faut faire attention. Les femmes entendent des bruits la nuit aussi, t'as remarqué? C'est très féminin ça, il n'y a aucun mec qui entend des bruits, il n'y a que des femmes qui disent « Chérie, j'ai entendu. Je te jure que j'ai... » Et elles mettent en scène, elles imaginent des gars et tout. « Je te jure, il y a des mecs avec des arcs et des cheveux. » Et toi tu lui dis « Mais non chérie, c'est rien !» Parce que t'as peur toi aussi, ouais. Mais je crois que ce qui me fascinera toujours dans le couple, et surtout chez la femme, c'est la question qu'elle est capable de te poser en pleine nuit. Il est 4h du mat, t'es au lit, le couple, le calme, l'appartement est vide, il n'y a que toi et elle. Tu te lèves pour aller aux toilettes, elle est capable de te dire où tu vas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est quoi le délire? Tu sais, on est à moitié réveillé, on est là, comment ça où je vais? T'es à poil, soirée déguisée, qu'est-ce que je te dis? Et attends, c'est pas fini, quand tu lui réponds au premier degré, elle va encore plus loin. L'autre jour, j'ai dit, bon allez, je vais pas être ironique, je vais lui répondre au premier degré. Je lui ai dit, je vais aux toilettes. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Bon, ok, alors reviens. Je lui ai dit non, s'il y a une bonne ambiance, reste là-bas. Papier hygiénique, allez, c'est la folie. Direct avec Madame Leila Miara, la présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise marocaines qui ont sur la ligne et qui va nous parler un petit peu de l'avancée et de son engagement en tant que militante féministe dans l'entrepreneuriat et quels sont les problèmes qu'il côtoie chaque jour dans ce domaine et quels sont les projets à l'export par rapport à cette association qui a pris de l'ampleur et commence à faire parler d'elle à l'échelle internationale. À toi, Abdelaziz. Eh bien, merci Abdeltaïf. Donc, après avoir eu Madame Skrallet qui nous a parlé du rôle de la femme dans les ONG et le militantisme dans le cadre de la santé et de l'éducation, et ensuite Madame Tifouad Belaïd qui nous a plus principalement parlé de l'éducation, nous allons revenir au monde économique avec Madame Leila Miara, présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, militante associative et chef d'entreprise. Bonjour Madame Miara. Bonjour. De l'Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc. Et un peu nous donner comment cette association peut être aussi un creuset de croissance économique, voire même un outil d'influence. Bonjour, merci d'abord pour vos vœux. Donc je présenterai l'association des femmes chefs d'entreprise. C'est une association donc, qui a été créée depuis 2000
et qui réunit aujourd'hui quelques 600 membres dans un élan bien sûr d'amitié, de solidarité et de progrès. Ces 600 membres créent quelques 50 000 emplois. Et puis l'association existe dans 7 régions du Maroc, dans Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Agadir, Meknès et El Jadida. Et depuis sa création, bien sûr, elle a œuvré sans relâche pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin et pour l'encouragement via ses incubateurs disséminés dans plusieurs régions du Maroc à la création d'entreprises par des jeunes femmes. Elle s'érige aussi en tant que force de proposition et en tant qu'interlocuteur de référence par rapport au pouvoir de décision pour justement faire entendre les voix des femmes, pour faire entendre les voix des femmes et pour être représentée dans les cercles de décision. Aujourd'hui, nous œuvrons énormément aussi pour améliorer cette représentativité au niveau des organes de décision en essayant de la faire siéger au niveau des conseils d'administration. Nous avons réussi quelque part parce qu'aujourd'hui nous sommes présents dans le conseil d'administration de la Confédération générale des entreprises marocaines. Nous sommes présents dans le conseil d'administration de l'AMDI, donc l'Agence marocaine du développement des investissements, dans le conseil d'administration de la SNEX, donc l'association des exportateurs marocains, à la NPME, donc l'Agence nationale pour la promotion des PME, à Maroc Entreprendre, Maroc Moubadara, et nous élaborons de plus en plus de plaidoyers pour pouvoir siéger dans d'autres conseils d'administration parce que c'est là où se prennent les décisions et c'est là que notre rôle serait plus déterminant pour pouvoir justement faire monter les revendications et les attentes des femmes chefs d'entreprise. Pour revenir à votre question, nous sommes convaincus à la FEM qu'aucune démocratie, ni croissance économique, ni cohésion sociale ne serait possible sans l'autonomisation justement et l'émancipation des femmes. Et si les femmes aujourd'hui entrepreneurs réussissent, elles créent aussi de l'emploi, elles contribuent à la prospérité de la nation et donc c'est tout le pays qui y gagne. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin ne représente que 10%, donc nous sommes quelques 12 000 entreprises, ce qui est un chiffre très 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 faible par rapport à notre militantisme et par rapport à toutes nos actions. Mais bon, on essaye de faire un monde honorable par notre contribution donc au développement socio-économique et nous essayons de militer davantage et de se mobiliser. Surtout que aujourd'hui, vous êtes sans savoir que aujourd'hui nous avons quand même un cadre juridique et institutionnel qui est propice parce que il a décrété la Constitution de 2011 a consacré dans son article 19 la parité comme droit et elle a institué une autre instance de la parité. Donc notre vœu pieux aujourd'hui, c'est que cette instance de la parité puisse voir le jour. Parce que ça va changer complètement la donne, ça va changer complètement le positionnement de la femme au Maroc et ça va permettre à des femmes, à plus de femmes justement de s'intéresser à la chose publique, de s'intéresser à la chose économique et de s'investir davantage. J'assume mon rôle de femme chef d'entreprise avec responsabilité parce que je pense aujourd'hui que la femme n'a plus rien à prouver, donc elle est compétente, elle est dans l'endurance, dans la résilience, dans la rigueur, dans l'éthique. Donc les femmes n'ont plus rien à envier aux hommes. Aujourd'hui, elles les acculent seulement à une rivalité saine pour co-construire donc un Maroc solidaire, inclusif et de progrès. Et nous, par exemple, à la FEM, vous parlez de perception des hommes. Nous, à la FEM, moi, je représente la FEM dans les conseils d'administration, donc je n'ai jamais ressenti, bon, à ce jour, aucune gêne à être avec les hommes, à prendre part aux discussions, à prendre part au débat. Donc, j'ai toujours donné mon avis d'une façon claire, franche et éthique. Donc, je pense que c'est-à-dire je pense qu'il y a pas de aujourd'hui il y a pas de problème donc d'égalité entre les hommes et les femmes en matière de compétences ou en matière le problème c'est les mentalités un petit peu, c'est les droits
Notre constitution nous a donné des droits. Les réformes donc qu'a connu le Maroc cette dernière décennie nous ont donné pas mal de droits, mais il reste beaucoup, le chemin est long, il reste beaucoup à faire parce qu'il y a un problème de mentalité. Et aujourd'hui, c'est aux conservateurs de s'adapter à nous, c'est aux conservateurs de changer d'attitude, de se mettre à l'évidence que les femmes aujourd'hui représentent 50% de la société et qu'aujourd'hui elles sont même plus que 60% à 60% dans certains secteurs, sur les bancs des universités. Donc aujourd'hui, il faut leur donner leur chance, il faut leur faire confiance pour contribuer d'une façon significative au développement socio-économique de notre pays. Et Madame Miara, donc ma question, c'est un petit peu d'actualité. Récemment, vous avez créé un club pour l'export. Oui. Est-ce que c'est un choix qui va prendre effet et quelles sont vos ambitions par rapport à ce choix? Oui, je vous remercie pour cette question. Donc nous venons à la fin de créer un club à l'export parce que nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que la croissance du Maroc ne serait significative que si les entreprises commencent à proposer des offres exportables et des produits exportables. Pourquoi? Parce que on a vu la balance économique au Maroc est très très déficitaire. Il y a un gap énorme entre les importations et les exportations. Et aujourd'hui, même si on produisait 2 fois au Maroc, nous n'arriverons jamais à éponger ce gap. Et donc la seule alternative qui nous reste, c'est de promouvoir donc l'export et a fortiori au niveau des entreprises féminines. Nous avons créé ce club justement pour créer une plateforme informationnelle pour être un relais par rapport aux organes étatiques, par rapport à Maroc Export, par rapport au ministère de l'Industrie et du Commerce, par rapport à la SMAEX, l'association des exportateurs, et c'est pour ça d'ailleurs que nous siégeons dans son conseil d'administration. C'est pour pouvoir informer les femmes sur tous les programmes, sur tous les outils et mécanismes offerts par l'État pour promouvoir les exportations marocaines et pour aider des femmes qui sont frileuses ou qui ont peur justement d'aller exploiter d'autres marchés, d'aller investir d'autres marchés. Nous essayons de leur donner de la confiance, de leur donner les moyens nécessaires, de les informer sur tout ce qui se passe au Maroc et ailleurs pour les inciter à exporter. Merci beaucoup. Et Madame la Présidente, j'ai tout neveu par rapport à cette fête qui est une fête. Chacun de nous a un lien avec une femme, soit sa femme, mais quoi qu'il arrive, il y a une maman, soit une sœur. Bonne fête à toutes les femmes. Et à ce titre-là, nous souhaitons transmettre nos sincères vœux à toutes les femmes du monde, et notamment les Marocaines. Et ces femmes marocaines, bien entendu, sont sur notre région. Et pour la première fois dans l'histoire de la région Rhône-Alpes, nous avons une femme consul, Madame Shafiqa Al-Habti. Et bonne fête, Madame la consul. Et aussi, ce qui est consul général du Royaume du Maroc en France, il y a Madame Radi, Mimouna Radi, consul général de Dijon, Madame Soria Jabri, consul général de Montpellier. Et à ce sujet-là, nous souhaitons transmettre nos sincères salutations à une femme qui n'a pas eu le temps, et c'est une fierté pour l'ensemble des Marocaines et des Marocains, Madame Boujibar Asma, qui a voulu participer avec nous dans cette émission, mais il est obligé de partir aux États-Unis parce que c'est la première femme qui rentre dans le sphère de NASA aux États-Unis. خليكم على الفاصل الموسيقي وسنعود للاتصال مع أحد الأخوات. هذه الأخوات اللي مناضلات من قرب ومن بعد، مناضلات على الوحدة الترابية لبلادنا، الأخت خديجة أبو ماء العينين اللي غنكون مع الاتصال عما قريب. مرحبا الأخت خديجة، تسمعيني؟ نعم أسمعك أخي عبد اللطيف، شكرا أولا على الإضافة. السؤال الأول الأختاه وهو: هل المرأة الصحراوية الموجودة بالأقاليم الجنوبية تختلف عن أخواتها بالشمال؟ أشكركم أولا على الإضافة، وأقول لك أخي أن المرأة الصحراوية طبعا
في الصحراء لا تختلف نهائيا عن أختها في الشمال، ولكن يعرف الجميع أن المرأة الصحراوية لها حضور فعال بجانب أخوها الرجل في جميع الميادين، خصوصا في الميادين المجتمع العامة، ميادين العمل، حقول الإنتاج، المعرفة، مربية الأسرة، رائدة في المجتمع. ولكن هذه المرأة الصحراوية شهدت واحد التطور اللي هو كبير جدا في عهد جلالة الملك محمد السادس، لأنها حظيت بواحد القفزة كبيرة جدا وفي واحد التغير كمثيلتها وكأخواتها في الشمال، بحيث أن المرأة الصحراوية الحمد لله استطاعت أن تتبوع الكثير من المراكز التي تنافس فيها أخوها الرجل. فهي صارت وزيرة صحراوية، عندنا صحراوية وزيرة، بمعنى أن هناك نفس المساواة، هناك وزيرة من الشمال وهناك وزيرة من الجنوب، يعني عندها نفس الحقوق وعندها نفس الواجبات. هناك برلمانيات، وكنت أنا من أول النائبات البرلمانيات اللي دخلوا البرلمان في عهد جلالة الملك محمد السادس، يعني أن هناك واحد النوع ديال الانسجام التام والتوافق التام ما بين الأخوات الصحراويات وبين أخوات الشمال، أخواتها في الشمال. هناك رئيسات مقاطعة، هناك طبيبات، هناك محاميات، هناك في المجتمع المدني، هناك ناشطات حقوق الإنسان. يعني أن المرأة الصحراوية تحظى بجميع حقوقها المجتمعية، السياسية، الثقافية، تحظى بجميع المبادرات التي تحظى بها أخواتها في الشمال. نعم أختاه، سؤالي الثاني في هذا الجانب هو جانب اقتصادي. نعلم بأن المناطق الجنوبية بالمملكة حظيت بواحد نسموه واحد القوة فاعلة من طرف صاحب الجلالة محمد السادس بتدعيم هذه المناطق اقتصاديا، وذلك عن طريق البرامج الاقتصادية اللي كانت اللي اتخذت فيها قرارات في هذه المنطقة. ونرى الحمد لله هناك جميع المكونات الاقتصادية بالمملكة تنعقد مؤتمراتها الجهوية، وهناك عدة بما فيها السي جي ام، ارباب الاعمال، وهذا بشير تيدل بان هذه المناطق الحمد لله تتنعم بواحد الحظايا، واحد العنايه ملكيه ساميه. ما رايكم فيها اختاه؟ والله سؤال جيد جدا، واقول لك اخي ان المراه الصحراويه منذ المسيره الخضراء الحمد لله فهي شاركت في المساهمة البناء عن مؤسسات الوطن في جميع الميادين في مواجهة مخلفات الاستعمار. وأنت تعرف أن مخلفات الاستعمار هي الجهل، خلفت رواسب الأمية، التخلف الاجتماعي. فقد سعت المرأة الصحراوية منذ استقلالها والحمد لله، خصوصا في عهد الملك محمد السادس، إلى نهوض سياسي رقي اجتماعي في ظروف مواتية من الدعم المركزي من الدولة ودعم كافة المؤسسات للنهوض بالمنطقة عامة وبالمرأة الصحراوية خاصة. كذلك أحب أن أذكرك أخي العزيز أن في عهد محمد السادس حفظه الله حققت قفزة نوعية في المجتمع، بمعنى أصح أنها ساهمت بقدر عالي إلى جانب الرجل في التنمية البشرية الاقتصادية للمملكة، مما جعلها تخترق كل المجالات بكرامة وعزة نفس باختلاف ما كانت عليه في الماضي، بإظهار قدرات تعليمية في التفسير التدبير، الشيء الذي جعلها تتفوق في مختلف القطاعات. أخي أتاح لها هذا الفرصة في أن تتبوأ المناصب العليا، هناك قطاعات وزارية، هناك دبلوماسية خارج الوطن وداخله، وهناك تضافر جهود كما قلت، تضافرت الجهود بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة بإعطائها أهمية في جميع الميادين في ظرف قياسي أخي جعلها تتبوأ مكانة تحسد عليها في كثير من مناطق العالم. وقد زرت فرنسا وقد زرت بلجيكا، زرت جميع الدول، وهناك والتقيت بجميع المنظمات العالمية التي لاحظت أن هناك فرق بين المرأة قديما الصحراوية والآن. المرأة الصحراوية طبيبة الآن، مهندسة في الصناعة التقليدية، في الفلاحة، هي أيضا في جميع المنظمات، عندها حرية تنقل، عندها حرية. ولهذا فنحن نجد أن كثير من الصحراويات اللي عندهم رأي آخر أو اللي عبروا على أن عندهم حرية تنقل، نجدهم هناك في أمريكا، في فرنسا، في أي مكان. نحن عندنا ديمقراطية في بلدنا، عن صحراوية تعيش
حياة حرة، حياة مستقلة تعيش كمثيلتها في الشمال، لا فرق بين صحراوية وبين شمالية وبين وبين أي أختي خديجة، نعم، هذا تشرف وجه المغرب والحمد لله، والسياسة الرشيدة ديال صاحب الجلالة وكذلك الناس القائمين بالأمر على هذا العمل الجبار في المناطق الجنوبية. سؤالنا المطروح أختاه، هذه الأيام هناك مجموعة من الأقوال عن حقوق الإنسان بالمغرب، وأنت من هذه المناطق، ما هو رأيك وما هو حكمك بما يقال على بلدنا وعلى قيمنا اللي هي إسلامية شريفة وملكية من أب عن جد؟ أخي، أولا وقبل كل شيء أريد أن أبين للعالم كله أن نحن عندنا الديمقراطية وحرية التعبير وحرية التنقل. فكيف يمكن أن نقول للطرف الآخر، لبعض الصحراويين الذين يذهبون إلى المنظمات الأخرى ويعودون إلى أرض الوطن؟ هذه نعمة، هذه ديمقراطية. لو كان المغرب لا يوجد فيه حقوق الإنسان لما تمكنت أي صحراوية وأي صحراوي من الخروج للتعبير في إسبانيا أو فرنسا عن رأيهم. نحن عندنا حرية التعبير، عندنا قناعة، عندنا واحد يعني إجماع حول أن نحن الصحراويين نريد السيادة المغربية، نريد مقترح الحكم الذاتي الذي ينادي به المغرب. ولهذا فهناك بعض الأقلية التي تذهب، وأين تذهب؟ هي تركب في الطائرات المغربية، تركب في خطوط الطيران المغربي، تذهب إلى فرنسا، تذهب إلى إسبانيا، تذهب إلى جميع منظمات الدولة، تعبر عن رأيها حرة، وهم أقلية لأنهم مدعمون من طرف الجزائر، ونحن لا نقول لهم شيء. من أكثر ما يوجد في حرية التعبير حقوق الإنسان، عندنا منظمات داخل حقوق الإنسان في الصحراء، وهناك ناشطون دوليون يزورون الصحراء ويرون أن الجميع الحمد لله الجميع يسكن، الجميع في بيوت تذهل المناطق، الجميع يشتغل. أقلية فقط هي التي تنادي بهذا. نعم. ونحن نعبر، اسمح لي أقول لك، لو لم تكن عندنا حرية التعبير لما تمكن أي أحد من ركوب الطائرة والذهاب إلى المنظمات العالمية. نحن نريد فقط من المنظمات العالمية أن تسمح لنا أيضا، حتى نحن الوحدويين الذين ننادي بحرية التعبير وننادي بالمغرب كدولة وننادي بالصحراء بحكم ذاتي تحت الراية المغربية، أن تسمح لنا بالتعبير. كذلك أريد أن أعبر لك أخي في مسألة أخرى، وهي على أن المجتمع الصحراوي كله يطالب بفك الحصار عن أخواتنا المحتجزات في تندوف. عدد العائدات اللواتي استطعنا الهروب عن طريق إسبانيا وعن طريق الجزائر وعن طريق موريتان فهن كثيرات، العائدات والعائدين. فلو سمحت المنظمات الدولية لفك الحصار عن المحتجزين في تندوف وأخوات المحتجزات في تندوف، أنا أؤكد لك أن الأغلبية سيعودون إلى بلدهم الأم إن شاء الله. شكرا أخت خديجة على هذا التدخل باسم المرأة الصحراوية، ومرحبا بك في مدينة ليون وقتما أتحتك الفرصة أختاه. مع السلامة. الله يطول عمرك. شكرا أخي، جزاكم الله خير. هذه الساعة 2:54 ونظرا لطلب العديد من المستمعين الكرام على أن نقدم لهم مرة ثانية لهذا السكتش صاحب دلالات اللي هو سكتش دي بروفيرب افريكان. À s'en délecter. Bienheureux aussi, celui-là qui continue à mener paisiblement sa vie dans l'ignorance totale du confort du bien-être et de son existence. Bibe Adama en potankal, ben danwa, ben boja, ben balwa. Comme je fous de Harmouduma Chatapetel. Tous les êtres humains sont pareils. Blancs, noirs, rouges, jaunes, riches, pauvres, croyants, athées. Il existe quelque part en chacun d'entre nous un petit coin qui sent mauvais. Voilà Kotapotir Gonafata, Naral Bouran, il ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les sages, les humains et les cons.
Il a pris les sages qu'il a mélangés parmi les sages parmi les humains et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains qu'il a mélangés parmi les humains parmi les humains et les humains parmi les cons. Il a enfin pris les cons qu'il a mélangés parmi les sages, les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. À l'époque, quand il y avait 2 ou 3 cons dans un village, on les extirpait du village pour les confier à un sage afin de s'occuper de leur rééducation. C'est après qu'on les remettait dans la société. Mais aujourd'hui, s'il fallait sortir tous les cons, certaines villes et certains villages se verraient vidés de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est l'autre qui est toujours con. C'est son voisin qui est con. Lui, non. Il est tel une bête qui refuse de se reconnaître bête, mais qui ne cesse de paître dans la prairie de la bêtise. Heureusement qu'on le reconnaît toujours à sa tête, parce qu'il a toujours la tête d'un con. Il ne change jamais de tête. Si vous allez quelque part et que vous entendez les gens crier « Oh, le con, il est encore parmi nous », il va nous pourrir la journée. Si vous faites le tour de tout le monde pour repérer ce con en vain, ce n'est pas la peine d'aller le chercher plus loin. C'est pas qu'il y a plus de cons cette année que les années dernières, mais c'est parce que les cons de l'année prochaine sont déjà parmi nous.